Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 3 juillet. Pas de surprise, hier à la Coupe du Monde, le Brésil et la Belgique ont pris rendez-vous vendredi à 20 h. Un match qui s'annonce d'ores et déjà passionnant. En tout cas, on l'a vu hier, deux bonnes équipes vont donc s'affronter ça pourrait être également un match intéressant pour l'équipe de France en cas de victoire auparavant contre l'Uruguay. On reviendra donc sur ces deux matchs. Le Brésil est affronté à 16 h. Le Mexique, victoire 2-0 des coéquipiers de Neymar et Coutinho. Et la Belgique a joué à se faire peur également contre le Japon. Il perdait 2-0 à la 60e minute. Et finalement, victoire 3-2 dans le temps additionnel. On reviendra également, messieurs, sur les affiches qui ont pu avoir lieu en huitième de finale et qui vont avoir lieu sur les quarts de finale. Des affiches un peu moins prestigieuses, mais on va pouvoir en reparler. Puis les derniers huitièmes de finale se jouent aujourd'hui à 16 h. Une surprise en tout cas. La Suède sera présente. La Suède qui a sorti l'Allemagne de cette Coupe du Monde, qui jouera contre la Suisse à 16 h. Et à 20 h, c'est la Colombie qui affrontera l'Angleterre. On reviendra également avec Walid Hadik sur tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Et puis avec Naomi Barki et Nathan Baker, on vous expliquera un peu des règles de football et on vous parlera de certains joueurs de l'équipe de France. Mais tout de suite, on passe au débrief. Bon, messieurs, on va commencer par vous présenter déjà Samuel Marot de la page Facebook La Prolongue. Bonjour Samuel. Bonjour Clément. Et Paul Biloquet du site Foot en Bref. Bonjour Paul. Bonjour Clément. Bon, je vais commencer avec vous Samuel. On a parlé beaucoup de ce match Brésil-Mexique. Des Mexicains qui étaient en forme quand même en première mi-temps et qui n'ont pas réussi à faire la différence. Victoire donc logique du Brésil qui a totalement dominé cette deuxième période. Ouais, un très bon match du Brésil. On a senti qu'ils étaient quand même assez bien en place. Ils ont fait un début de match un peu poussif parce que les Mexicains aussi sont très bien rentrés dans leur match, surtout au niveau de techniquement des contre-attaques où vraiment la justesse technique des relanceurs Guardado et Herrera ont été très bons, encore une fois. Je pense qu'on peut leur imaginer une bonne fin d'été avec peut-être des bonnes surprises au niveau du mercato. Et après, Willian a fait une énorme deuxième mi-temps. Casemiro très solide au milieu de terrain. Coutinho un peu en dessous sur ce match-là. Mais je pense qu'en quart contre la Belgique, il va être présent. Et encore une fois, on l'a beaucoup critiqué. Mais gros match de Thiago Silva. On parle justement de cette défense centrale, Paul, parce que le Mexique a eu quand même pas mal de ballons. A eu des possibilités. Est-ce que cette défense centrale brésilienne qui posait tant de questions avant le mondial, où on avait vu des matchs contre la Croatie, en match amical ou même contre l'Autriche, une défense qui pouvait s'avérer pas si bien en place, est-ce que finalement Miranda, Thiago Silva, c'est vraiment les défenseurs qu'il faut pour cette équipe? En tout cas, sur le match contre le Mexique, Thiago Silva était très rassurant pour sa défense, pour son gardien aussi. Donc pour moi, la défense brésilienne, pour le moment, elle fait le taf. Surtout que là, contre le Mexique, on peut dire ce qu'on veut, ils n'ont pas pris de but. C'est surtout ça qu'on peut remarquer. Ils n'ont pas pris énormément de buts, les Brésiliens, sur cette Coupe du Monde. Je ne sais plus exactement, mais un ou deux. Donc pas beaucoup de buts sur une Coupe du Monde. C'est la meilleure défense avec un seul but pris sur 4 matchs. Exactement. Donc du coup, on peut se dire que la défense, elle n'est pas si mal que ça. Je vois pas pourquoi on critiquerait une défense qui ne prend pas de but. Donc pour l'instant, très satisfait pour le Brésil. En tout cas, moi qui supporte un peu le Brésil, de Thiago Silva et de Miranda en défense centrale brésilienne. Il faudra quand même faire attention. Il y a quand même eu des problématiques sur certaines contre-attaques où ils ne savaient pas trop qui devait monter sur l'attaquant. Et s'ils avaient mieux joué les coups, les Mexicains, ça aurait pu être un peu plus dangereux. On pense à des actions où ils sont à 3 contre 3 et ils ont pris la décision de tirer à chaque fois, de loin. On n'a pas compris, surtout qu'ils ont un très bon gardien, les Brésiliens. Mais 14 tirs encadrés pour les Mexicains. Voilà. Très peu de réussite. Et ça aide à avoir beaucoup moins de réussite. Et Fagner qui est peut-être leur point faible aussi, face à un attaquant, on pense à Hazard à gauche, ça peut jouer dans la balance. Justement, on va reparler de ce match Brésil-Belgique, mais avant ça, point quand même sur les Belges. Paul, ils sont joués vraiment à se faire peur hier soir. C'était un match un peu fou, franchement. Une première mi-temps un peu, pas super excitante, voilà, on va dire. Où les Belges, pourtant, ont des occasions, mais c'est peut-être là que ça fera la différence. On en parlera tout à l'heure avec le Brésil, mais où les Belges ont des fois du mal à être efficaces devant le but. Après, en deuxième période, ils ont, comme vous l'avez dit, joué à se faire peur avec les deux buts du Japon en 5 minutes, je crois. Deux buts très rapides. Après, il a fallu remonter cet écart, mais les Belges ont fait le travail. Ça a été chaud. On a vu une fin de match folle, le but à la dernière seconde qu'a délivré. Juste après la frappe d'Onda, détournée par Courtois. Exactement. On se souvient avec Courtois, il fait un super barré. Et sur la contre-attaque,
but pour nos amis belges. Et heureusement qu'il y avait en face aussi un gardien japonais qui était assez moyen, on va dire, parce que sur la tête de Vertonghen, sur le lob tête de Vertonghen qui n'était pas vraiment un tir à la base, c'est quand même assez bizarre comme but. Mais bon, après, c'est pas, ils n'ont pas une flopée de gardiens dans leur championnat et une flopée de gardiens en Europe, donc ils font avec ce qu'ils ont. Mais là, pour le coup, ça a coûté un but au Japon. Et si on commençait à se projeter un peu, Samuel, si on se projette un peu sur ce quart de finale, qui est quand même un quart de finale, ça donne déjà envie d'y être. Il y a le France-Uruguay à 16h, et à 20h, du coup, Brésil-Belgique. On espère en tout cas que nos Bleus pourront affronter le vainqueur de ce match-là. Qu'est-ce qui va faire la différence sur ce match? Déjà, il faut que les Belges, je pense que Witsel doit sortir du 11 parce que en fait, le problème, c'est que là, la Belgique, ils ont un gros problème entre la défense et le milieu de terrain. Il n'y a aucun lien à ce niveau-là. Witsel, sur les buts de Inouï, il le laisse tirer à 20 mètres des buts, il a tout son temps. Et quand tu te dis qu'en face, il y a Coutinho, Neymar, Willian, qui adorent rentrer dans cette zone entre les défenseurs et le milieu de terrain, ils vont pouvoir manger l'espace. Vertonghen, on a vu que c'était pas ça. Il a marqué son but très bien, mais défensivement, c'était vraiment pas ça. Compagnie, c'est pas rassurant. Meunier, c'est pareil, c'est pas ouf non plus. C'est pas dingue. Enfin, là, en face, ils vont avoir des mecs, ça va très très vite. Ça va très très vite. Et s'ils n'arrivent pas à trouver le moyen de bien défendre, ils vont être très rapidement compliqués. Il y a quelqu'un qui a fait une très bonne rentrée et je pense qu'il mérite sa place parce qu'il a très bien joué depuis le début, c'est Nasser Chadli. Oui. Qui marque le but qualificatif pour la CAF. Et c'est pas la première fois qu'il rentre en jeu et qu'il fait des bonnes performances. Et je trouve qu'il pourrait mériter beaucoup plus sa place que Après, s'il n'est pas titulaire, c'est aussi parce qu'il n'a pas beaucoup joué cette saison. Il a été blessé, je crois, donc il n'a pas beaucoup joué. Donc ça joue aussi sur le fait qu'il soit pas titulaire. Ouais, mais là, il monte en puissance. On arrive en quart de finale, il faut faire des choix. Et il y a un moment, si les mecs ils veulent réussir à gagner, déjà, il faut mettre un 6. Et... Après, est-ce que c'est pas le fait de jouer contre le Japon qui fait également qu'il n'y ait pas eu de numéro 6? Ils voulaient jouer concrètement l'attaque, les Belges. Et les autres, ils savent jouer aussi. Hein. Mais j'ai pas dit contre, non, mais ils savent jouer. Ils savent jouer au football. Hein. Ils faisaient jouer au football. Et c'est dommage qu'ils aient un peu pas arrêté de jouer et qu'ils aient calmé le jeu à 2-0. Parce qu'à 2-0, ils avaient le match en main. Ils avaient le jeu coup parfait. Ils les maîtrisaient sur tous les domaines. Ils ne concédaient pas beaucoup d'occasions. C'était vraiment assez inoffensif. Et sur les contre-attaques, c'était très technique. Kagawa, encore une fois, c'est terrible parce qu'on a envie que ce joueur il joue tout le temps comme ça. Il est exceptionnel et peut-être la rentrée de Honda aurait pu encore plus calmer le jeu et techniquement ils auraient pu s'aider. Bon, on voit Kagawa et Honda, j'aurais juste revenir sur Kagawa et Honda, on voit que les deux ça s'entend bien et je pense que ça aurait pu être mieux si Honda était rentré plus tôt. Bon, il est légèrement trop tard. Ah là c'est trop tard, là c'est sûr. Là, ils sont éliminés là. Ouais. Bon messieurs, on l'a dit, donc pour vous avantage Brésil donc. Ouais. Bon, on va faire un tour des réseaux sociaux, savoir ce qui se passe, et puis on va parler également de l'affiche, des affiches du coup des huitièmes de finale et des quarts de finale qui semblent un peu moins prestigieuses que dans les années auparavant. On va pouvoir en parler, et donc on passe tout de suite avec Walid Alig et Alexis Dussault à l'instant Twittos. Je vais créer mon propre club, ma propre histoire. Et c'est en Angleterre, à Winchester. Ouais, si t'as vu la série The Last Kingdom, à Winchester ça se passe. Donc je vais créer un club là-bas. Ça va s'appeler Winchester FC, avec une ambiance sud-américaine là-bas. Et là je vais monter jusqu'en première ligue. C'est ça mon nouveau projet. Oui, donc messieurs, vous parlez du jeu atypique, excusez-nous en antenne, sur justement ce fameux jeu de la Belgique. Bon, les affiches des huitièmes de finale, est-ce qu'on peut les rappeler en quelques instants si ça vous dérange pas? France-Argentine,
Donc ça c'est un match qui semble quand même plutôt correct. Uruguay, Portugal également. Et après ça se complique un peu plus. On a de l'Espagne, Russie. Également, je suis en train de chercher l'autre match, c'est Croatie-Russie. Croatie-Russie. Non, ça c'est pour les quarts de finale. Ah pardon, excusez-moi. Croatie-Danemark. Hier on a eu Brésil-Mexique, Belgique-Japon. Aujourd'hui Suisse-Suède. Et pour terminer, je suis en train de chercher mes mots, Colombie-Angleterre. Est-ce que la Coupe du Monde, pour vous, Samuel, elle a diminué en termes de prestige? Est-ce que on voit des équipes plus faibles pouvoir aller au bout, pas forcément les équipes qu'on attend ou les affiches qu'on attend? Bah non, il y a des surprises, c'est aussi agréable. On se rappelle quand même qu'en 2010, on a le Ghana en quart. On s'attendait peut-être pas à une équipe aussi bonne qui devait presque aller en demi-finale. Est-ce qu'on aurait dit que c'était pas prestigieux d'avoir une équipe comme celle-là en demi-finale? Non, on est heureux de ça. Je pense qu'il y a des équipes qui nous ont montré qu'elles étaient capables de faire le spectacle. On pense au Japon, au Mexique, qui même s'ils ont perdu, nous ont quand même fait plaisir à regarder jouer. La Suisse peut nous faire plaisir à regarder jouer, compte tenu de ce qu'elle a montré contre la Serbie par exemple, où c'était un très très beau match, où on s'est vraiment régalé. Les Suédois, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, c'est pas du beau jeu, mais physiquement c'est très costaud. Grandvist, Lindelof, oui, tout ça. Et la défense tient le choc. C'est pas mal, c'est pas mal. Et le Colombie-Angleterre, on va se régaler, je pense. Je pense qu'on va avoir un vrai match de football. On connaît pas du tout le niveau des Anglais. On sait pas, c'est comme les Belges. Ils ont fait une phase de poule où ils sont affrontés avec une équipe B. Ils ont joué Panama et Tunisie, qui étaient sûrement les équipes les plus faibles de la compétition. C'est très indécis comme match. Et non, moi je me régale. Moi, je me régale. Paul, vous aussi, parce que je sais que vous avez eu beaucoup de mal à regarder les matchs de poule de l'équipe de France, on a pu en reparler. Ouais. Non, mais c'est vrai, vous avez du mal à les regarder. Est-ce que du coup, voir ces équipes-là, on va voir un Suisse-Suède, je sais que c'est pas ce qui vous fait. En fait, pour moi, il y a clairement deux parties de tableau, c'est le cas, mais bien distinct. De la France et de l'autre côté. Exactement, il y a le côté de la France où on retrouve la plupart des belles équipes, enfin des belles équipes sur le papier. Et de l'autre côté, on retrouve Suisse, Suède, Russie, Danemark. Et là, même Colombie-Angleterre, l'Angleterre qu'on n'avait plus l'habitude de voir sortir des poules et même peut-être aller loin. Ouais. Voilà. Cette année, c'est des cadeaux quand même. Cette année, c'est pour eux. Hein. S'ils vont pas au moins en demi ou en finale. Attention la Croatie tout de même. On est sûr que de ce côté-là, il y aura au moins une surprise en demi-finale. Une équipe qu'on n'attendait pas forcément et qu'on verra parce que la partie tableau est un peu moins chargée. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Et donc après, pour le moment, des matchs qu'on voit, c'est des beaux matchs. On a du suspense. C'est vrai que les poules, c'était pas les matchs les plus excitants, mais là, depuis qu'on est rentré dans les, on a eu des beaux matchs. Hein. On a eu des beaux matchs, mais pas tous les. On n'a pas eu 100% de beaux matchs. Alors que là, pour l'instant, les huitièmes de finale, il n'y a pas un match qui m'a déçu sur les huitièmes de finale. Il y a eu du suspense sur tous les matchs, des buts, du jeu. Alors, donc voilà, je pense que. Il y avait des réserves avant les huitièmes sur cette Coupe du Monde, sur le niveau de cette Coupe du Monde, mais depuis qu'on a franchi, on est arrivé sur les matchs décisifs, je pense que là, la Coupe du Monde est superbe à regarder. Samuel, je voulais revenir avec vous sur quelque chose que j'ai remarqué ces dernières années. Je veux prendre l'exemple de l'Islande, qui n'était pas un pays de football. Et ils ont décidé de construire des salles où les joueurs pouvaient s'entraîner à l'intérieur. Est-ce que c'est la preuve que le football est en train de devenir vraiment international? Où avant on avait plus de mal, par exemple en Russie il y avait moins d'équipes. Je sais qu'au Canada également ça commence à plus jouer. Est-ce que voilà, il y a ce sentiment que le football devient enfin vraiment planétaire? Le football était quand même déjà planétaire. Oui, et c'était bien incrusté, mais je veux dire vraiment il était plus planétaire dans le spectacle. Et c'est-à-dire que les gens regardaient énormément le football, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas autant de pratiques. Là, des grands pays, on pense aux États-Unis, au Canada, à la Chine. Qui a construit énormément de stades. Ils ont créé un espace où ils ont construit 100 stades à la suite et où ils font s'entraîner des petits jeunes tous les jours. Du coup, on espère que dans 15-20 ans, les mecs ils vont pas nous sortir que des bêtes parce que c'est possible. Non, c'est le football, on sait maintenant tout l'argent qu'il peut y avoir dedans. Avant, c'était pas autant, même si c'était quand même déjà relativement bien. Et avec tout l'argent qu'il y a dedans, on sait que les mecs peuvent faire énormément de bénéfices. Et du coup, on construit des grandes annexes. On fait entraîner plein de personnes pour essayer de faire percer des joueurs. Les joueurs, on les prend maintenant au plus jeune âge, à 7-8 ans. Et du coup, est-ce que c'est bien? Pour nous, c'est bien en tant que spectateurs parce qu'on a le droit à des matchs encore plus beaux avec des joueurs encore plus forts. On le voit en ce moment, la Ligue des Champions cette année a été exceptionnelle, l'Europa League également. L'Europa League, les joueurs qui sortent, Mbappé 19 ans, enfin, quand on voit ce qu'il fait en huitième de finale de Coupe du Monde. On se demande si c'est humain déjà. Ouais, c'est ça. Et pour le spectacle, c'est bien. Après, est-ce qu'on va parler humainement parlant, est-ce que c'est bien?
C'est une autre question. C'est une autre question. Est-ce qu'on doit l'aborder ici? Je ne sais pas. Non, on en parlera peut-être. On On pourra en reparler plus tard. D'ailleurs, les matchs demain et jeudi, on le rappelle, il n'y aura pas de match de Coupe du Monde, mais nous, on se rappelle et bien là pour continuer à parler de tout ce qui se passe sur cette petite planète football. Paul. Elle est grande maintenant. Elle est grande, c'est vrai qu'elle devient grande du coup, avec ce que je viens de dire avant. Pour vous, c'est quoi le pays du football pour plus tard? On parlait de la Chine. On sent les États-Unis qui veulent commencer, mais là, ça fait l'impression que les États-Unis, ça fait longtemps qu'on en parle. Après, ils ont la Coupe du Monde en 2026 avec le Canada et le Mexique, donc je pense qu'ils vont avoir envie de redonner un souffle au football chez eux. C'est vrai que je vois bien les États-Unis s'implanter de plus en plus. Là, ils prennent Rooney. Bon, vous allez tous me dire que Rooney, il est cramé, il est fini, mais il a finalement que 32 ans. 32 ans, c'est pas si vieux que ça. Il arrive aux États-Unis, donc c'est quand même un gros transfert. Je pense que les États-Unis vont. DC United, c'est ça. J'étais plus sûr que vous le sachiez. Non, c'est ça. Et donc voilà, je pense qu'ils vont continuer d'essayer de recruter des Européens de plus en plus tôt, de plus en plus jeunes et de meilleurs. J'arrive pas à parler. Comme fait la Chine. Avec un niveau de plus en plus élevé, voilà. Donc je pense que ça va venir au fur et à mesure. Après, oui, c'est sûr, les pays asiatiques commencent aussi à bien se développer. La Chine, le Japon aussi, qui recrutent quelques joueurs par-ci par-là. Iniesta, là, je crois qu'il a signé au Japon. Donc voilà, mais il y a des pays émergents. Après, je vois aussi, je pense, le football africain aussi se développer dans les futures années parce qu'il y a beaucoup de jeunes là-bas et le football africain est très intéressant. Il faudrait vraiment qu'ils arrivent à garder leurs jeunes aussi. C'est vrai. Hein. Quand on pense à Pulisic, par exemple. Pulisic qui s'en va très jeune au Borussia Dortmund. Pour jouer remplaçant, alors qu'il a un énorme potentiel, mais très jeune, il a envie d'aller en Europe. Il a envie d'aller dans les grands stades d'Europe. Et ça donne envie, le Barça, le Real, même Dortmund, Munich, Paris peut-être un jour, mais voilà. Ah ben ça fait rêver. Hein. Et moi j'imagine dans 5-10 ans maximum des joueurs vraiment venant de Chine, signant Angesco. Par exemple. Hein. Et juste c'est des espoirs, on les connaît pas forcément, ils viennent en Europe parce que ça fait rêver. Et ça va beaucoup de millions, beaucoup d'euros. Non, mais et puis il y a qu'un côté spectaculaire aussi dans le football américain. Ils essayent de copier le modèle de la NBA, des championnats qu'ils ont chez eux, avec une draft, avec des conférences, avec des playoffs, ce qu'on a en France avec les barrages Ligue 2, Ligue 1, mais c'est pas pareil. Pas vraiment pareil. On a vu ce que ça a donné. Hein. Ouais, et voilà, mais non, mais le fait qu'il y ait une draft, qu'il y ait toutes ces choses qui se rapprochent de la NBA, ça donnera peut-être plus tard un football spectaculaire. Et ils savent aussi acheter des jeunes joueurs. Je pense à un Argentin uruguayen, je sais plus, qui s'appelle Barco, qui a 20 ans, qui a signé, je crois, à Atlanta, j'ai un doute, mais je crois que c'est ça, qui a 20 ans et qui est un grand joueur prometteur argentin. Donc ils sont en train de se développer. Je pense que déjà des joueurs Jovinko qui jouent à la hauteur. Mais lui était déjà connu, il était connu avant d'arriver. Alors que le Barco, il joue en Argentine, il est arrivé. Donc, mais je pense que ça va se développer. Bon, messieurs, avant de revenir sur les matchs d'aujourd'hui, Suisse-Suède, je le rappelle, à 16h, et le match vraiment attendu, Colombie, Angleterre, en tout cas, nous, on l'attend impatiemment, on espère que ça va être du beau jeu. Nathan Becker va faire le tour des Bleus. Il a commencé avec Hugo Lloris et puis Steph Mandanda, et maintenant, il a décidé de nous parler de notre charnière centrale. Ces Bleus qui se sont rendus en Espagne pour grandir auprès de Sergio Ramos et de Gérard Piqué. Je parle bien sûr de Raphaël Varane et Samuel Umtiti. Aujourd'hui, je m'occupe de présenter la charnière centrale de notre équipe de France composée de Raphaël Varane et Samuel Umtiti. Allez, honneur à notre champion d'Europe, Raphaël Varane. Raphaël est né le 25 avril 1993 à Lille et débutera sa carrière professionnelle à seulement 17 ans avec le RC Lens. Après seulement une saison au plus haut niveau, Raphaël Varane est convoité par les plus grandes écuries européennes, notamment le Paris Saint-Germain, Manchester United ou le Real Madrid. Alors qu'il passe seulement le bac, Varane ira visiter les locaux du Real Madrid et s'engagera peu de temps après avec le club madrilène sur les conseils de Zinedine Zidane. Le 24 septembre 2011, Varane inscrira son premier but avec le Real Madrid et deviendra ainsi le plus jeune joueur non espagnol à inscrire un but avec le Real Madrid. Lors d'un match de Coupe du Roi, Varane inscrira un but face au FC Barcelone et deviendra le plus jeune joueur madrilène à inscrire un but face au rival barcelonais. Il sera appelé pour la première fois en équipe de France le 9 août 2012. Raphaël Varane est aujourd'hui l'un des joueurs français les plus titrés sur la scène européenne avec notamment 4 Ligues des Champions. Allez, on passe tout de suite à notre deuxième défenseur central, Samuel Umtiti. Samuel est né le 14 novembre 1993 au Cameroun avant d'arriver à l'âge de 2 ans à Lyon, là où il fera ses premières classes avant de devenir professionnel. Umtiti intégrera en 2011 le groupe professionnel dirigé à l'époque par Claude Puel
et jouera son premier match en tant que professionnel en Coupe de France en 2012. En 2015, il aura déjà participé à plus de 100 matchs en Ligue 1, le championnat français. En 2016, Samuel Umtiti fait le grand saut et s'engage avec le FC Barcelone, grand rival du Real Madrid de Raphaël Varane. Samuel mettra cependant du temps avant d'intégrer l'équipe de France. Il participera finalement à l'Euro 2016 en France grâce au forfait de Jérémy Mathieu et de Raphaël Varane. Il est aujourd'hui l'un des patrons de cette défense et un titulaire indiscutable en équipe de France. Merci à Nathan Becker, en tout cas, ça y est, on a compris d'où venaient nos défenseurs centraux. On espère qu'ils vont être bons et performants parce que Suarez, Cavani, eux ils seront bons. Quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Bon, on en reparlera plus amplement vendredi. Maintenant, on va passer au match du jour, un match qui l'attendait. Suisse-Suède. Suisse, on les attendait. Ouais, la Suède. Non, on n'attendait pas l'élimination de l'Allemagne. Oui, voilà, donc, normalement ça aurait dû être Suisse-Allemagne. Ça aurait été beau. Mais j'aurais même préféré que voir l'Allemagne deuxième. Parce qu'un petit Brésil-Allemagne dès les huitièmes de ouais, finale, ça aurait été plutôt on pas aurait mal. tous aimé, je pense. Bon, Samuel, on s'attend à quoi là sur ce Suisse-Allemagne, sur ce Suisse-Suède, pardon. Voilà, c'est l'envie qui parle. Est-ce que vous pensez que... Ça va ressembler, je pense, au Suède-Allemagne. Hein. Ouais, avec des équipes vraiment Les Suisses fermées. vont faire le jeu. Non, les Suisses vont sûrement faire le jeu quand même. Les Suisses, ça essaye de jouer. Déjà, il y a un truc dont les Suédois doivent se méfier, c'est que les Suisses ont des très bons tireurs de loin. On pense à Shaqiri, on pense à Xhaka, on pense à Dzemaili. Non, c'est ça. Les Suisses, moi, c'est une bonne surprise. Franchement, le premier match contre le Brésil, il m'avait énormément déçu. Parce que même s'ils ont tenu le 1, c'était quand même assez pauvre et les Brésiliens, c'était pas encore mis en place forcément. Et là, après, la Serbie, le Costa Rica, certes, il y a eu nul, mais ils étaient presque déjà qualifiés. Ça monte en puissance et franchement, ils ont une bonne génération. Ils ont une très bonne génération. Ils ont un défenseur central à côté de Cher, j'ai oublié son nom, très très bon. On va essayer de retrouver ça. Ouais. Lichtsteiner, c'est quand même assez solide. Et Rodriguez de l'autre côté. Rodriguez de l'autre côté. Non, ça tient bien le coup et ça va faire quelque chose de bien. J'espère vraiment parce que en face ce sera Angleterre-Colombie. Qui sort sera sur l'équipe qui sortira de toute façon sera favori contre la Suisse. Et j'espère qu'ils vont vraiment faire un bon visage parce que ils en ont les capacités. Ils en ont vraiment les capacités et je mise. Si je dois miser sur une équipe qui peut créer la surprise, aller en demi, voire en finale, ça peut être eux. Donc vous misez Suisse aujourd'hui. Suisse aujourd'hui. Victoire de la Suisse. Ouais, et j'espère maîtriser facile. Un 2-0 ou. J'y crois vraiment. Paul, c'est pareil, vous croyez pas trop aux Scandinaves? Non, pas trop, mais je retiens ce qu'a dit Samuel parce qu'il dit la Suisse voire en finale. J'attends de voir quand même, je pense pas qu'ils iront aussi loin, mais non, à voir. Pas finale, parce que voilà, on a des équipes comme Croatie. C'est ça. Vous parliez d'Alanji, c'est ça? Ouais. Le défenseur central. C'est ça. Je suis désolé, j'étais en train de rechercher, c'est bon du coup. Très Mais pour en revenir, ouais, donc la Suisse, je les vois bien sûr favoris contre les Suédois. Ils ont de très belles individualités, que ce soit en attaque, en défense. Il y a Shaqiri, il ne faut pas l'oublier, il est toujours présent, il sait jouer, Dzemaili. Mais cette Suisse-là, messieurs, je vais me permettre juste une remarque. On y croit tout le temps. On y croit tous les 2 ans. Contre la Pologne, on pensait que ça allait être possible. En huitième de finale, contre l'Argentine. Certes, c'était l'Argentine, mais ce qu'ils avaient montré quand même durant les phases de poule, mis à part cette défaite 5-2 contre la France en 2014, on pensait que ça allait être possible. Est-ce qu'on n'est pas à chaque fois, Paul, déçu des Helvètes? Non, c'est une équipe moyenne de Coupe du Monde qu'on a l'habitude de retrouver tous les 4 ans, qui fait son petit parcours. Contre l'Argentine, il y a 4 ans, c'est l'équipe qui va en finale. C'est l'équipe qui va en finale quand même, l'Argentine. Et il gagne en prolongation. Donc, les Argentins sur un exploit de Messi. En plus. Mais non, mais Ils pouvaient encore faire des exploits. Les Suisses, après, moi, je les vois jamais aller en demi-finale ou finale sur n'importe quelle Coupe du Monde, mais pour faire leur petit parcours comme d'habitude, faire leur match. Quand ils ont les opportunités à saisir, je pense qu'ils savent les saisir. Contre la Suède, je vois pas comment ils peuvent perdre ce match parce que les Suédois, bon d'accord, c'est une équipe solide qui est avec des costauds en défense et un Toivonen en attaque, bon, qui est à dire intermittent, mais non, mais les Suisses ont les individualités pour s'imposer. Je pense que après tout dépendra du match contre la Colombie et l'Angleterre. Il faut se dire aussi quand même, les Anglais, ils passeront jamais l'écart parce que c'est les Anglais. Oui, mais ils ont aussi. Ils sont pas sûrs de passer 8. Justement, avant de parler de ça, je vous l'annonce tout de suite. On va parler, c'est l'affiche du jour, Colombie-Angleterre. Bon, on va pouvoir se remettre sur ce match du coup avant qu'on parle justement d'avancer et voir la victoire donc pour vous Suisse, donc ça serait un Suisse. Ah ouais, Suisse. Contre eux?
Contre Qui passe, excusez-moi, j'ai mal bah à alors j'ai du mal avec les Anglais. On connaît pas leur niveau de... Non, j'ai du mal, on connaît pas leur niveau de jeu. On a beaucoup de joueurs, c'est quand même vraiment des incertitudes. Est-ce qu'il y a un réel équipe dans cette équipe avec Lingard au milieu de terrain ou Harry Kane, bon très bien. Il y a Maguire qui est bon. Maguire est très bon, mais lent. Mais il y a un truc. Ils jouent à 3 défenseurs, ils ont jamais joué à 3 défenseurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a changé quand même dans cette équipe anglaise? Moi, je le ressens comme ça. Kane, c'est un battant sur le terrain, Ouais. et c'est l'homme qui soulève les troupes Ah bah, et c'est qui le fait venir patron. tout le monde derrière lui. C'est le patron. Ouais. Est-ce que c'est pas ce qui a manqué à l'Angleterre depuis 1966? C'est il y a longtemps quand Ah même. oui, bah, c'était la il y a victoire de longtemps. l'Angleterre. Ils ont eu leur génération dorée. Avec George Best, avec. Il y avec en a quelques bons des attaquants quand même en Angleterre. Il y a eu Avec Owen, Owen, il y a eu Owen, tout à fait. Rooney aussi qui joue en attaque à une période. Qui a eu beaucoup de mal à marquer en Coupe du Monde Oui, tout de même. mais il a quand même mis plus de 40 buts, je crois, avec la sélection anglaise. Donc dont, il était, 2 en Coupe du Monde. voilà, donc il était quand même pas si mauvais. Mais c'est sûr que là, avec Kane, Je ça ne me permettrai pas de dire que Rooney Non. est mauvais. on est d'accord, on est d'accord. Mais avec Kane, c'est sûr que ça peut faire une différence. C'est un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe parce que c'est aussi, il faut le rappeler, c'est une équipe assez jeune avec des joueurs talentueux comme Dele Alli qui joue très très bien aussi. Rashford, bon, qui est remplaçant à Manchester United, mais bon, qui savent jouer, qui savent dribbler. 20 ans. Moi, personnellement, je les vois passer contre la Colombie. Je pense que l'Angleterre va battre la Donc vous Colombie. partez sur un Suisse-Angleterre. Je passe sur un Suisse-Angleterre. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les Colombiens, c'est le spectacle. Les Colombiens, ils vont jouer leur jeu. Ils ont des joueurs techniquement qui sont vraiment au niveau. Ils ont une défense centrale. Alors, bon, Davinson Sanchez, c'est pas encore ça, mais Ça viendra au fur et à mesure. ça devrait venir. Yeremina, une excellente relance. Et vraiment, sur les coups de pied arrêtés, déjà, ils ont deux gauchers qui peuvent faire des différences à eux tout seuls. Quintero, c'est vraiment bon. Falcao, franchement, on parle d'Harry Kane. Il faut qu'on se dise quand même qu'en face, lui, c'est une bête. Il perd jamais ses ballons. Il arrive toujours à garder le ballon. Il a vraiment, sa vision du jeu m'étonne parce que je le voyais pas aussi bon à ce niveau-là à Monaco. Et là, avec la Colombie, c'est assez fort. Il finit super bien les actions. Il est toujours bien placé. Il agace les défenseurs parce que vraiment, physiquement, il est vraiment C'est costaud. vrai, il est vraiment costaud. Il va y avoir un duel, je pense, avec Maguire justement ce soir qui va être à voir. Et non, il y a beaucoup de... Ça peut être vraiment un match assez spectaculaire. On peut vraiment prendre du plaisir dans ce match. Encore une fois, le niveau des Anglais, il est comme le niveau des Belges hier. Il est comme le niveau des Belgiens. Autant pour nous, on nous a fait un signe en régie. On ne sait pas vraiment. On peut pas vraiment savoir. Et du coup, moi, si je devais mettre une pièce, je dirais Colombie en prolongation. Bon, il paraît, messieurs, que nous avons passé pas mal de temps déjà sur les matchs à venir. On va tout de suite passer avec Naomi sur la séance de pénalty, puis même le pénalty sur un terrain. Pourquoi y en a-t-il? À quel moment doit-on siffler pénalty? Naomi Barki vous explique tout ça tout de suite. Bonjour Clément, aujourd'hui nous nous attaquons à une règle assez particulière, le penalty. Le penalty kick a été inventé par le footballeur nord-irlandais William McCrum en 1890. Il était gardien de but au Milford Football Club et membre de l'association irlandaise de football. Régi par la loi 14 du football, maintenue par l'International Football Association Board, un penalty a lieu quand une équipe fait une faute dans sa propre surface de réparation, quand le ballon est en jeu. Si l'arbitre considère qu'un des 10 joueurs a commis une infraction, le joueur de l'équipe adverse devra tirer au but. Seul le gardien pourra être présent dans la surface de réparation, en protégeant surtout sa cage, pour empêcher le ballon de dépasser la ligne. Et pour la petite anecdote, on assiste cette année à la Coupe du Monde avec le plus de pénaltys, 20 pénaltys en tout, en 36 matchs. Bon, messieurs, on va tout de suite passer, c'est autant pour nous, il y a un petit problème encore au début. Ça va se perfectionner dans les jours à venir. On va passer maintenant à la fin de cette émission et au quiz avant de se quitter. Bon, vous savez que je présente pas tout seul cette émission, je la présente également avec Maxime Lavandier. Et on a décidé tous les deux de changer un peu les règles de ce quiz. Je vais vous dire les équipes dans lesquelles sont passés les joueurs. Je ne parle bien sûr pas des équipes nationales, des clubs. Et pour savoir si vous êtes capable de retrouver les joueurs. Ok. D'accord? Ah, d'accord. Et ce ne sera que des questions de rapidité. Rapidité, d'accord. Chronique qui répond.
Oui. Ok. Et puis, on fait attention, Paul, on le sait maintenant, les gars qui travaillent à la prolongue, ils ont l'habitude de regarder Ouais. l'écran, d'accord? Fais attention. D'ailleurs là. Faut que je me Vous concentre. êtes prêts, messieurs? Allez. Allez, j'ai commencé au Sporting Lisbonne, avant de signer à Manchester Ah, United. Cristiano Ronaldo. Ouais. 1-0 pour Paul. Bon, j'ai fait seulement 2 clubs, Lyon et Barcelone. Umtiti. 2-0 pour Paul. Attention, il y a déjà balle le match. Hein. Samuel, Il c'est est plus bon, il est facile bon. quand c'est des questions? Il est bon. Allez, j'ai commencé, c'est un ancien joueur, Ok. extrêmement connu. J'ai commencé à Cannes. Ah, Zidane. Zidane. J'ai dit avant, je Je crois. donne à Samuel. Oh, Juste pour qu'il y ait une dernière ah, d'accord, question. d'accord. J'ai dit plus fort. Ok. Ouais, ça doit être ça, mais j'ai dit avant. On est à 2-1, Bon, allez, j'ai fait Lens et je suis actuellement au Real Madrid. Ah, Varane. Varane. Putain. Et attention, grossière pièce. Et on est sur une victoire de Paul, 3-1. Ouais. Bravo, Paul. La dernière fois, le quiz, Je c'était suis pas ça, surpris. mais. Ah oui, c'est ça en fait, c'est qu'il faut que je fasse ça à chaque fois. C'est pour- une fois sur deux le quiz, moi. Bon, en tout cas, j'espère, messieurs, que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous reviendrez, sans problème. Et puis une victoire, donc Angleterre-Suisse pour l'écart. Non, Colombie-Suisse. Colombie-Suisse pour vous. Colombie-Suisse. Et Angleterre, Ah, très bien, il a Suisse pour peut-être vous, oublié Paul. qu'il n'y avait pas Rames sur le match. Mais... Très bien. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, on en reparlera plus amplement demain de ce match avec nos 2 nouveaux chroniqueurs qui seront sur plateau, Marwan Bakali et puis Valentin Dechambre. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission du Plat du Pied. Et je vous dis bonne journée de Coupe du Monde.